Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot avec Rémi Poulet, mon associé. Comment vas-tu ? Très bien, et toi Gabriel ? Super, aujourd'hui on va parler de Shadow IT, c'est-à-dire l'IT masqué. Mais avant cela, je vous accueille dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Alors je vais commencer aujourd'hui avec quelques chiffres d'une étude Zillow 2024 SaaS Management. Chiffres sur le Shadow IT, donc cette informatique cachée qui représente jusqu'à 35% des applications utilisées dans les entreprises, 35% des applications sur lesquelles l'IT ou les business units ne sont pas au courant qu'elles sont utilisées ou c'est pas clair. Dans une organisation en nombre d'applications utilisées, l'IT a un rôle direct de choix de ces applications sur seulement 17%, 48% par les business units. Et après, en termes de dépenses, la place du Shadow IT est quand même moins importante. On est quand même sur des produits moins chers qui passent sur les cartes bleues privées, etc. Donc, on ne va pas faire des grosses dépenses d'IT directement là-dessus. C'est seulement 3%, mais 35% des apps. Et là-dessus, l'IT sur les dépenses contrôle 28% et les business units 69%. Voilà, un chiffre qui donne quand même une part significative de cette Shadow IT, d'utilisation d'apps sans que l'IT puisse le contrôler. Peux-tu nous expliquer ce que c'est, quel est le phénomène et surtout quels sont les risques ? En fait, on a deux typologies de Shadow IT. Le Shadow IT, c'est ni plus ni moins une personne qui, dans son coin, ou une équipe dans son coin, va déployer un système en SaaS, va utiliser un outil, télécharger un outil sur Internet, de façon à ce que dans son travail quotidien, il soit plus productif. Il faut comprendre que le Shadow IT, c'est souvent, en fait, à la base, part d'une bonne intention. On veut juste résoudre un problème avec un outil disponible sur le marché. Donc ça, en soi, on se dit pourquoi pas. Pour autant, en fait, le Shadow IT, c'est aussi décider de faire son choix technique et de déployer son choix technique sans se consolider avec le reste de la société. Et donc, souvent, en fait, le Shadow IT, c'est aussi des écosystèmes qui sont sans gouvernance, sans consolidation, qui sont faits de différentes versions, de différentes manières. Et ça, en fait, ça pose deux gros problèmes à une société. Un premier problème, c'est tout simple, c'est qu'un Shadow IT, il respecte pas les normes. Quand il respecte pas les normes, ça veut dire qu'on a des risques potentiels de sécurité. Et ça, c'est non négligeable parce qu'on va avoir des données d'entreprise qui peuvent se retrouver dans des écosystèmes tiers. Et puis, on a aussi des problèmes de légalité parce que le RGPD n'est pas forcément respecté. Quand on commence à connecter un Zapier avec des données personnelles qui vont d'un écosystème A vers un écosystème B, que cet écosystème B, il est juste sous un compte personnel d'un individu, pour faire son mailing, pour faire un Sarbacane, pour faire je ne sais quoi derrière, en fait, on se retrouve avec une non-conformité du registre RGPD, une non-exhaustivité et surtout pas de gouvernance. Donc, on a un vrai tout gros problème d'abord de gestion de gouvernance. Et puis, le deuxième problème généré par le Shadow IT, c'est que très rapidement, en fait, le Shadow IT va créer quelque part une dette technique. C'est-à-dire que quand on plug un système hétérogène dans un écosystème IT, en fait, souvent, on a des dépendances. Et donc, on va faire des modifications de SI d'une manière la plus naturelle possible. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir qu'il y avait des Shadow IT qui étaient connectés, qui utilisaient certains systèmes qui vont plus marcher pour des raisons X, Y ou Z. Et que du jour au lendemain, en fait, la productivité des équipes va être impactée. Et donc, quand on a un vrai sujet de problématique à résoudre au sein d'une équipe, on aura ce sujet-là de se dire, eh bien, effectivement, Shadow IT, c'est peut-être la solution court terme la plus efficace parce que avoir les autorisations, choisir la techno, etc., c'est compliqué. Je peux utiliser ma carte bleue perso, j'ai du freemium, je peux prendre un outil gratuit. Donc, du coup, je vais pas m'embêter. Mais très rapidement derrière, en fait, quand on contribue à résoudre son problème perso, on ne contribue pas à l'actif de l'entreprise. Alors, comment on évite le Shadow IT ? Comment on met en place des bonnes pratiques ? Quelles sont un peu les solutions qui permettent de ne pas se retrouver dans cette situation ? Il y a plusieurs niveaux et plusieurs origines du Shadow IT. Premier niveau du Shadow IT, c'est l'individuel. C'est la personne qui va utiliser un outil, télécharger un outil quand on est, par exemple, dans du BIOD, Bring Your Own Device. N'importe qui peut être administrateur de sa machine, peut installer son propre outil en local, donc gros risque de sécurité de RGPD. Et donc, au niveau individuel, certains vont utiliser des outils comme ça.
qu'ils vont trouver sur le marché de façon à se simplifier la vie au quotidien. À ne pas confondre avec du shadow IT qui est plutôt du shadow IT partagé, qui peut être un groupe fermé, voire une équipe. C'est-à-dire qu'il est arrivé très souvent, par exemple, quand on a des sociétés avec des filiales, avec des établissements, que l'établissement, n'ayant pas la réponse technique d'un point de vue central en temps et en heure, décide de prendre son autonomie et de plugger son propre système à cet instant-là. L'ampleur du shadow IT peut être plus ou moins large et peut presque être parfois institutionnalisée quand on a un IT central pas assez réactif ou qui n'est pas orienté à rendre service à ses clients internes. Alors, pourquoi on se crée du shadow IT? La première raison, c'est j'ai un problème, j'ai une solution dispo, je ne me pose pas de questions, je gagne du temps. Je ne vais pas me tourner vers l'IT, je ne vais pas me tourner vers une logique de gouvernance et quelconque qui me demande référence centrale. Je sais que ça marche, je me pose pas de questions, je résous mon problème en temps réel. Donc ça, c'est, je dirais, le shadow IT, en fait, d'opportunité. J'ai un problème, j'ai la solution, je mets la solution, je partagerai la solution, je discuterai ou je vérifierai que ça correspond bien à la charte de l'entreprise plus tard. La deuxième, c'est plutôt celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est que j'ai posé le problème à la question à l'IT, j'aimerais bien, j'ai pas la réactivité souhaitée, ou la solution proposée par un central ne me convient pas, donc je prends mon autonomie. Et ça, c'est souvent au niveau d'une équipe. Ça, c'est ce que j'appellerais le shadow IT par réaction ou face à une problématique de contention que l'on a pour résoudre un problème à un moment donné ou à un autre au niveau central. C'est le pire et le plus pernicieux, celui-ci. Parce que souvent, en fait, ça génère des systèmes qui peuvent être plus larges et plus contraignants et créer une plus grosse technique et de plus gros risques sécuritaires. Puis troisième, le plus courant, le moins méchant entre guillemets, qui est le shadow IT de curiosité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, que ce soit dans les équipes marketing, dans les équipes sales, dans les équipes même dans les équipes de développement, il va y avoir des personnes qui à un moment donné ou un autre vont avoir envie d'essayer un outil, se dire tiens j'aimerais bien tester tel ou tel système. Ça peut très bien, c'est très courant sur un site, un écosystème web où en fait le marketing va avoir une très forte autonomie et se dire du coup, je vais pouvoir plugger tel outil. Ou côté vente, tiens, j'ai envie d'avoir plus de performance que les autres, et donc j'allais chercher un Lusha, j'allais chercher d'autres outils de façon à qualifier mes contacts. Et puis je vais plugger, et je ne vais pas en parler à qui que ce soit, mais j'ai juste gagné du temps. Et ceux-là, en fait, ce sont souvent en fait ce que j'appelle donc la curiosité. Et cette curiosité-là, elle est moins méchante parce qu'elle est plus facile enlevable, et pour autant beaucoup plus dangereuse parce que les gens sont beaucoup moins regardants sur est-ce que la source que je mets en place est une source éprouvée techniquement, sécurisée techniquement. On voit en ce moment que des grandes institutions se font pirater des données personnelles. Quand on parle de shadow IT, c'est un gros risque de perte de données personnelles. Et je parle même pas de quand on commence à exporter des données dans des écosystèmes tiers dans lequel on va faire, par exemple, des tableaux de bord, des rapports ou de l'Excel et des choses comme ça. Comment on lutte contre le shadow IT? La première règle de limitation des shadow IT sont des règles en fait de sécurité. Donc, c'est des règles de logique basique au niveau de l'IT qui est de dire on a en fait un certain nombre de contrôles sur les applications déployées dans les ordinateurs des différents salariés. Mais ça ne résout pas la problématique du shadow IT en SaaS. Donc la deuxième logique est de dire et de communiquer au niveau de l'entreprise, et ça peut être sous la responsabilité d'un NSI, mais ça peut être sous la responsabilité aussi de quelque chose de plus collégial entre les différents directeurs des métiers, donc marketing, sales, support, etc. Et la DSI d'avoir communiqué un référentiel d'applicatif et d'être surtout réactif aux demandes. Le shadow IT se génère très souvent par un manque d'information ou un manque de réactivité. J'ai vu une grande banque française, que je ne citerai pas, dans lequel, en fait, il y avait un système central de diffusion de plateformes marketing email, et puis les agences régionales, décidant de résoudre un problème de communauté, plutôt que d'interroger le central, ont décidé de prendre leur autonomie, d'installer N petits outils de marketing opérationnel au niveau des agences. Et ça, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'information. Et que quand ils ont eu l'information, pour certains, d'autres ont dit « Ah ben si, on avait l'information, mais il a fallu attendre 3 semaines, 1 mois pour que ça nous soit activé. Et c'était trop long, on avait envie d'être plus réactif. » Il y a un vrai gros sujet de sensibiliser au niveau de l'entreprise, de dire, effectivement, voilà le référentiel des outils que l'on a.
Voilà les règles à respecter quand on fait des tests, et ne serait-ce que d'informer que ces tests existent. Et voilà les règles à respecter en termes aussi de gouvernance de compte. J'ai connu un client qui avait un Shadow IT qui était massif, qui avait toutes les données, beaucoup de données clients dans ce Shadow IT, sur un outil de marketing automation. Mais ce marketing automation était acheté sur le compte d'un salarié. Ce salarié a démissionné et n'a pas transféré son login mot de passe. Qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, on se retrouve avec une crise RGPD. On se retrouve avec un système qui ne fonctionne plus. On se retrouve avec un système qui n'est pas consolidable avec le reste, etc. Donc, il y a une vraie logique de se dire, dans l'actif de la société, tout le monde est d'accord pour partager des informations commerciales, tout le monde est d'accord pour partager des informations de marketing, tout le monde est d'accord pour partager des rapports aussi du service, mais il faut aussi partager, en fait, les assets ou les rapports de l'IT et d'avoir vraiment un IT qui est au service de l'entreprise avec une logique de gouvernance collégiale. Donc c'est surtout une question de culture finalement, de bon partage de l'information et puis aussi que la DSI se mette à disposition des autres services pour être réactive, pour informer, pour organiser avec un bon schéma directeur l'ensemble des besoins, mettre en place les bonnes interconnexions. Comment intervient un CRM comme HubSpot qu'on distribue et qu'on intègre dans cette lutte contre le Shadow IT? Alors, l'avantage d'outils comme des CRM HubSpot ou autres, c'est que la plupart du temps, les objets connectés sont identifiables et on voit qu'est-ce qui consomme et qu'est-ce qui fait appel au système et qu'est-ce qui va consommer de la donnée. Il existe bien entendu quelques limites à cela, mais on peut considérer que dans 90% des cas, on va savoir exactement ce qui est connecté et qu'est-ce qui se passe derrière. Et c'est ça, en termes de gouvernance, c'est super important parce que ça veut dire que quand quelqu'un va vouloir connecter autre chose ou faire un export massif de sa donnée, notamment depuis le CRM, ça va se voir, ça va s'auditer et ça va se tracer. Et donc, du coup, on va avoir une meilleure gouvernance, une meilleure protection proactive du Shadow IT. Pour autant, ça rejoignait la question que je voulais te poser. Comment on détecte le Shadow IT? Là, tu viens de le dire. Des gros systèmes un peu centralisés comme HubSpot, comme Salesforce, on va pouvoir suivre ce qui est connecté, donc c'est une façon de détecter. Il y a une autre façon qui est la facture, et suivre les facturations des différents services et les notes de frais. Pour ça, il y a des solutions comme License One ou d'autres solutions qui permettent d'aller regarder les factures, de détecter les abonnements SaaS, de voir si tous ces abonnements correspondent à des usages, parce que au-delà du Shadow IT, on va aussi se retrouver en SaaS avec des abonnements qui courent sur une dizaine de collaborateurs, par exemple, mais il n'y en a plus que 5 dans l'équipe, mais on continue à en payer 5 de trop. Donc, on a quand même un vrai problème aujourd'hui, et c'est ce qu'on souligne avec le Shadow IT, avec le SaaS, de gouvernance du système IT, de maîtrise des coûts, de maîtrise des licences. En fait, c'est un problème qui est très complexe. On a parlé de culture. Il y a d'autres solutions pour avoir cette gouvernance. On a travaillé par exemple sur un groupe travaillant sur la petite enfance au niveau mondial et en auditant les factures, on a détecté beaucoup de Shadow IT. Pour autant, on n'a pas tout trouvé parce qu'il y a aussi les outils gratuits qui existent de part et d'autre. Puis il y a des outils que les personnes payent en propre parce que ça ne coûte pas grand-chose et que ça leur fait gagner du temps et qui ne se posent pas de questions. Et donc ça, c'est un vecteur de détection. Il y a aussi beaucoup de possibilités d'analyse au travers de ce qu'on appelle les firewalls, c'est-à-dire quand on travaille au sein d'une entreprise, en fait, la connexion Internet, on est capable de détecter aussi ce qui se fait, et donc il peut y arriver aussi très souvent qu'on puisse détecter du Shadow IT au travers tout simplement du réseau et de l'analyse du réseau. On s'aperçoit qu'il y a des données volumineuses qui partent vers tel endroit ou tel autre endroit. Donc, il y a quelques outils qui nous permettent de nous pallier à ça. Il faut pas se rêver, surtout sur un ère de télétravail, dans lequel il y a beaucoup de salariés qui ne passent plus par ce type de VPN et de firewall. Eh bien, il y a encore une partie du Shadow IT qui est beaucoup plus dure à détecter. Parce qu'il est gratuit, parce qu'il est individuel, parce que la personne peut le faire sur son poste et qu'il est beaucoup plus dur à détecter. Donc la culture X, c'est la solution de long terme. C'est vraiment la solution de fond qu'il faut préconiser. Et pour autant, il faut faire la chasse. Et donc faire la chasse, ça veut dire auditer les firewalls, auditer le réseau, auditer les ordinateurs, auditer bien entendu la facture.
Et une fois qu'on a fait cet audit, ça permet quand même d'avoir une vision des besoins des différents services de l'entreprise, d'avoir une forme de compréhension des besoins qui sont justement pas traités par le SI ou partiellement traités par le SI en n'étant pas assez réactifs, etc. Et ça permet aussi de repenser le schéma directeur de l'entreprise et d'installer potentiellement une solution comme HubSpot qui va porter avec elle énormément de petites applications. On parle souvent de l'outil de prise de réunion d'HubSpot qui peut remplacer un calendrier. On a plein de petits trucs comme ça dans un outil comme HubSpot qui enlève plein de petites apps qui pourraient graviter autour. Et à partir de ça, une fois qu'on a fait ce schéma directeur, et on peut vous aider à faire ce schéma directeur, être en capacité de redéployer un système plus urbanisé, avec une meilleure gouvernance, et en changeant en partie aussi la culture de la DSI pour que elle soit vraiment au service des métiers et réponde aux besoins des métiers. Je pense que c'est ça le vrai message de ce sujet sur le Shadow IT. Tu veux rajouter quelque chose à vous ? Oui, en fait, quand on fait le constat et quand le résultat du constat ne donne pas encore le correctif, effectivement, et c'est en déployant des outils comme les CRM et des outils comme ça, et notamment HubSpot, que l'on commence, on tend dans la bonne direction. Et c'est vrai qu'il arrive parfois que le résultat de ce constat, ça soit en fait quelque chose d'assez catastrophique dans lequel on se retrouve on a des sociétés, on a eu plus de 10-12 écosystèmes de BI, de logiciels de BI différents, ou encore plus d'une dizaine d'outils d'emailing, et ça c'est assez courant. Et donc malheureusement le constat, c'est aussi un vrai travail à faire de consolidation et de se reposer en fait pour se dire ok, vous avez des sujets, vous avez des problématiques, vous avez des usages. Ces usages, c'est l'existant. Maintenant, travailler ensemble pour qu'on réduise le risque de l'entreprise et qu'on augmente la création de l'actif de l'entreprise. Un Shadow IT, c'est un risque et c'est une dette technique. Un CRM comme HubSpot consolidé, c'est un actif. C'est en fait un enabler, c'est-à-dire c'est un vrai potentiel pour l'entreprise. Merci beaucoup Rémi, j'espère que cet épisode vous a permis d'apprendre pas mal de choses sur le Shadow IT. Si vous vous sentez concerné et vous pensez qu'il y a beaucoup de Shadow IT dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter pour faire cet audit et pour réfléchir ensemble. Et puis si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30, mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Rémi, à bientôt. Bonne journée à tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.